Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du topo de médecine interne qui va concerner les maladies auto-immunes. La volonté de cette présentation est de vous proposer une slide par pathologie auto-immune au programme des ECN afin de fixer autant que possible les idées claires sur les manifestations typiques, les manifestations graves et quelques éléments clés de suivi et de traitement. Attention, beaucoup de ces pathologies au programme vous sont présentées par l'abord de critères de classification qui servent à constituer des groupes homogènes pour les malades, mais ces critères ne sont pas des critères diagnostiques des maladies. La classification des maladies auto-immunes peut être effectuée de la manière suivante, et nous l'avons vu dans la première partie, en séparant les maladies auto-immunes spécifiques d'organes, au premier rang duquel par fréquence les thyroïdites, le diabète, des maladies dites non spécifiques d'organes, que l'on découpe en deux parties, les connectivites, syndrome de Sjögren, sclérodermie systémique, syndrome de Sharp, lupus systémique et myosite auto-immune, en séparant des vascularites, rangées selon la classification de Chapel-Hill et l'atteinte prédominante du calibre des vaisseaux. Pour commencer, la maladie auto-immune qui est probablement la plus détaillée dans vos référentiels de médecine interne, néphrologie, dermatologie, rhumatologie. Le lupus atteint typiquement la femme en âge de procréer entre 20 et 40 ans. L'atteinte caractéristique la plus fréquente et qui révèle la maladie est une forme cutanéo-articulaire bénigne. L'atteinte cutanée est variable entre des formes aiguës, suraiguës, subaiguës ou chroniques qui en font la difficulté diagnostique. L'atteinte rhumatologique concerne principalement les petites articulations distales avec un rhumatisme initialement non destructeur. S'il y a une atteinte à retenir dans les éléments de gravité du lupus, tant dans son diagnostic que dans son suivi, c'est l'atteinte rénale, qui est initialement silencieuse. Aussi, le suivi de ces malades se fait par la clinique, la mesure de la tension artérielle et aussi régulièrement que possible une bandelette urinaire. La pierre angulaire du traitement des patients lupiques est l'hydroxychloroquine, appuyée selon les manifestations viscérales par de la corticothérapie et des immunosuppresseurs selon les atteintes d'organes. Pour chacune des pathologies présentées, je vous proposerai un schéma qui synthétise les atteintes cliniques que vous pourrez conserver. Le syndrome de Gougerot-Sjögren atteint la femme plus âgée, aux alentours de 50 ans, et est révélé par des manifestations de syndrome sec, xérose cutanée, xérophthalmie, xérostomie. L'atteinte grave et qu'il faut savoir dépister, c'est dans 1 ou 2% des cas une complication de la maladie par la survenue d'un lymphome. Aussi, le suivi est principalement clinique, le traitement symptomatique et les exceptions sont des atteintes viscérales sévères ou la survenue du lymphome. La sclérodermie systémique, à séparer de la sclérodermie avec une atteinte cutanée isolée, touche la femme entre 40 et 60 ans. La maladie est révélée dans 90% des cas par la présence d'un phénomène de Raynaud qui précède le début des autres symptômes, la sclérose cutanée, la présence de télangiectasie cutanée, une atteinte digestive à type de reflux gastro-œsophagien. Le risque est l'évolution vers une fibrose et une atteinte viscérale, notamment une pneumopathie interstitielle diffuse, la survenue d'une hypertension pulmonaire, une atteinte rénale. Aussi, le suivi des patients sclérodermie se base-t-il sur la clinique, mais également des examens morphologiques, scanners, échographie cardiaque et respiratoires comme les EFR pour dépister aussi précocement que possible les atteintes viscérales qui feraient justifier l'introduction d'un traitement immunosuppresseur. Les myosites auto-immunes ont en commun d'être révélés par des myalgies, des sensations de faiblesse et de déficit musculaire à prédominance proximale, bilatérale, symétrique. Le diagnostic paraclinique s'appuie sur le DOT myosite qui sépare en sous-groupes homogènes les patients, la présence d'une rhabdomyolyse variable, nous allons le revoir, un syndrome myogène à l'électroneuromyogramme et la présence
d'un œdème musculaire sur l'IRM, notamment en séquence STIR, et éventuellement d'une histologie non systématique. Sur cette diapositive, je vous propose un résumé des 3 grands groupes de myosites auto-immunes existantes, séparant la dermatomyosite, qui mêle atteinte cutanée, atteinte musculaire et atteinte pulmonaire dans des degrés variables, la polymyosite, qui peut être de révélation juvénile, avec un déficit musculaire variable, une atteinte également cutanéo-musculaire, fortement associée à des néoplasies. Enfin, la myosite à inclusion, qui démarre quasiment systématiquement après 50 ans et qui a pour particularité d'être révélée par un déficit musculaire et une atrophie qui prédominent au quadriceps et aux fléchisseurs ulnaires du carpe. La myosite à inclusion ne présente que très rarement de signes extramusculaires, à la différence de la dermatomyosite et de la polymyosite. Pour les vascularites, nous avions évoqué dans la première partie du topo la classification de Chapel-Hill qui organise les vascularites selon l'atteinte prédominante et non exclusive des calibres de vaisseaux. Attention, lors d'une suspicion de vascularite, le fait d'évoquer les diagnostics différentiels et notamment infectieux est une priorité absolue. Commençons par les atteintes de gros calibre pour séparer la maladie de Horton ou artérite à cellules géantes qui survient chez l'homme ou la femme après 50 ans avec une atteinte des vaisseaux à destinée céphalique, révélée donc par des céphalées inflammatoires, une hyperesthésie du cuir chevelu. L'atteinte grave correspond aux atteintes ischémiques, soit de la noia, soit la constitution d'un accident vasculaire cérébral. Aussi, le suivi est-il essentiellement clinique et sur l'analyse du syndrome inflammatoire biologique. Cependant, il est recommandé de proposer une imagerie morphologique aortique à la recherche de complications et notamment d'anévrismes devant le caractère inflammatoire prolongé de la maladie. Le traitement repose sur la corticothérapie. La maladie de Takayasu, par opposition, touche davantage la femme jeune, notamment d'origine asiatique, avec une atteinte de l'aorte causant une hypertension artérielle, une abolition des poux, et l'atteinte grave est révélée par une insuffisance aortique. Quelques mots sur les vascularites de moyen calibre. La périartérite noueuse est une vascularite qui atteint les vaisseaux de moyen calibre, initialement associée à l'infection VHB en disparition du fait de l'accès à la vaccination. Elle est révélée souvent par une atteinte réno-vasculaire associée à un tableau clinique très bruyant, cutané, neurologique, fébrile. La maladie de Kawasaki est-elle davantage développée dans votre référentiel de pédiatrie? Les vascularites des petits vaisseaux comprennent notamment les vascularites à ANCA, dites pauci-immunes, dans la mesure où on ne retrouve pas de dépôt de complexes humains sur les prélèvements histologiques. Les petits vaisseaux sont notamment présents dans la peau, leur atteinte provoque du purpura, au sein des articulations, du nervovasorum du système nerveux périphérique, expliquant la fréquence des atteintes des neuropathies périphériques, et au sein des glomérules, expliquant la fréquence des atteintes rénales dans ces maladies. Ces atteintes sont communes, mais il est possible de séparer en sous-groupes 3 vascularites associées aux ANCA. Premièrement, la polyangéite microscopique, dont l'atteinte extra-rénale est prédominée par une hémorragie intra-alvéolaire. On retrouve sur le plan biologique des PANK, anti-MPO, la granulomatose éosinophilique avec polyangéite, anciennement appelée maladie de Churg-Strauss, est fréquemment révélée par un asthme, une hyperéosinophilie biologique. Sur le plan biologique, la présence d'ANK est plus rare, avec seulement dans 30% des cas des anti-MPO. La granulomatose avec polyangéite se caractérise quant à elle par la présence d'atteintes ORL et pulmonaires, rhinite croûteuse, nodules pulmonaires, et la présence biologique de CANK anti-PR3. Il existe d'autres vascularites qui atteignent les vaisseaux de petit calibre, mais qui sont moins détaillés dans vos référentiels, notamment la présence d'anticorps anti-C1Q qui va provoquer une vascularite dite hypocomplémentémique avec la présence clinique d'un urticaire, la vascularite avec anti-MPG, anti-MBG qui provoque une atteinte pneumorénale. En effet, l'anticorps est dirigé contre la membrane basale glomérulaire, notamment un sous-groupe du collagène qui est présent dans les vaisseaux pulmonaires et dans les vaisseaux glomérulaires. La vascularite cryoglobulinémique,
et la vascularite à IgA qui atteint essentiellement l'enfant avec 4 atteintes typiques, un purpura vasculaire, une atteinte vasculaire digestive révélée par des douleurs abdominales, atteinte articulaire et un syndrome néphrotique. Pour contrebalancer cette classification par atteinte du calibre, il existe des exemples qui échappent à cette classification, et notamment le syndrome de Cogan, qui associe la présence d'une kératite interstitielle, d'une uvéite et une atteinte de l'oreille interne avec un diagnostic de syphilis exclu. Cette maladie est rarissime. Deuxièmement, la maladie de Behçet, dont vous entendrez probablement parler en dermatologie, qui atteint davantage l'homme. C'est une particularité qui contrebalance avec les autres maladies auto-immunes. Elle peut atteindre les artères, les veines de tout calibre possible avec une atteinte cutanée prédominante, une aphthose bipolaire, des pseudo-folliculites non centrées par des follicules pileux, une atteinte articulaire qui prédomine aux grosses articulations, une atteinte oculaire antérieure, postérieure ou sclérite, et une atteinte neurologique possible. En conclusion, je vous propose pour chacune de ces maladies de retenir l'âge de survenue, le tableau caractéristique qui révèle la maladie. Cela vous aidera à mémoriser et à évoquer les diagnostics dans les situations cliniques pertinentes mais parfois difficiles. Il est essentiel pour chacune de ces maladies et leurs suspicions de retenir les atteintes potentiellement graves et les moyens de les dépister, le suivi rénal et du sédiment urinaire pour le lupus, le suivi morphologique pulmonaire pour la sclérodermie systémique, de manière à ne jamais louper une potentielle gravité de ces maladies auto-immunes très polymorphes. Deuxièmement, je vous propose, dans les situations où le diagnostic de maladies auto-immunes et notamment de vascularite est évoqué, de toujours avoir en tête les diagnostics différentiels potentiels infectieux et néoplasiques qui sont plus fréquents en termes de diagnostic et de prévalence que ces maladies auto-immunes qui restent rares. Je vous remercie pour votre attention et bon courage.